et merci d'être là surtout. Donc on commence aujourd'hui la nouvelle saison des rencontres Penser la société. Et la rencontre d'aujourd'hui est dans le cadre de la fête de la science, donc qui se déroule actuellement et qui se terminera le 11 octobre. Donc à cette occasion, la rencontre d'aujourd'hui va aborder le sujet de l'intelligence artificielle. Et nous avons fait le choix d'inviter deux intervenants qui sont des personnes qui professionnellement travaillent dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc ma première question simplement, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît ? Oui, alors je suis Rodolphe Gélin, je suis actuellement expert en intelligence artificielle chez Renault. Je travaille sur le véhicule autonome et le véhicule connecté. Je vais vous parler, si ça vous intéresse, de ce que je fais plus particulièrement. Et j'ai travaillé auparavant, une dizaine d'années avec Olivier, sur des robots humanoïdes, et qui étaient en interaction avec les gens, donc qui avaient besoin de beaucoup d'intelligence artificielle aussi. Et puis j'ai commencé ma carrière au commissariat à l'énergie atomique, à faire des robots pour les installations nucléaires, mais aussi pour aider les personnes handicapées. C'est impressionnant quand même. Je suis vieux aussi. Bonjour, donc Olivier Guilhem. Je suis beaucoup moins scientifique que Rodolphe, puisque de formation je suis juriste. Je travaille dans une société qui s'appelle SoftBank Robotics. SoftBank Robotics a donné naissance à tout plein de petits robots humanoïdes. Ça s'appelait auparavant Aldébaran Robotics, une société française. Nous sommes une société détenue par notre maison mère et japonaise. Donc ça fait une bonne dizaine d'années maintenant que je travaille au sein de cette société et de ce secteur. Et auparavant, j'étais dans une autre société qui avait lancé l'ancêtre, on va dire, de Alexa ou du Google Home. Donc une petite interface qui s'appelait qui a une tête de lapin qui s'appelait Carrots, donc qui était un peu l'ancêtre de tous ces objets connectés. Voilà. Merci. Alors la rencontre d'aujourd'hui, en fait, va tourner autour d'un livre que vous avez coécrit. Et donc on a à la médiathèque, il s'appelle L'intelligence artificielle avec ou contre nous. Donc le livre en fait se découpe en deux parties, il y a le livre blanc et le livre noir. Et les deux parties sont structurées exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes chapitrages autour des mêmes thèmes, mais le livre blanc va plutôt présenter les arguments en faveur de l'essor de l'intelligence artificielle et le livre noir les arguments à charge. Et je tiens à préciser qu'il est écrit de manière très accessible, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui permet à des personnes qui ne sont pas du tout scientifiques comme moi de comprendre. Déjà ça c'est plutôt agréable, et puis le livre balaye le sujet de façon très complète. C'est-à-dire qu'on va aborder à la fois les principes scientifiques et technologiques du fonctionnement de l'intelligence artificielle et puis aborder des grands enjeux de société. Donc on y reviendra par la suite. Mais à ce niveau-là, ma première question, elle est très large, mais il faut commencer par là. C'est de quoi est-ce qu'on parle en fait quand on parle d'intelligence artificielle ? Alors, on parle de techniques informatiques qui ont un peu révolutionné la façon dont on programme les ordinateurs. Alors je vais le présenter comme ça. C'est-à-dire que, voilà, historiquement, quand on écrivait un programme informatique, on écrivait une suite d'instructions pour dire à la machine ce qu'elle devait faire. Donc, par exemple, un peu comme une recette de cuisine. En fait, une recette de cuisine, vous allez écrire étape par étape tout ce qu'il faut faire avec les ingrédients pour arriver à la tarte aux pommes à la fin. Dans l'intelligence artificielle, on ne va pas lui donner la solution, on ne va pas lui dire les étapes par lesquelles il faut passer pour trouver une solution. On va soit lui donner les règles, et donc ça c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle symbolique. On va lui donner les règles qui régissent le fonctionnement d'un système. Pour parler clairement, par exemple, les règles du jeu de dames, les règles de diagnostic que fait un médecin. Donc là, dans sa tête, tout ça est organisé sous forme de règles. Donc on va coder ces règles dans un ordinateur, et l'ordinateur pourra tirer les bonnes règles en fonction des événements qu'on lui apporte. Donc ça c'est la première partie, l'histoire de l'intelligence artificielle qu'on appelle symbolique. Donc, qui ressemble vraiment à la façon dont nous, on raisonne. Et puis, il y a une autre nouvelle intelligence artificielle qui s'appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle connexionniste et qui est un peu plus aujourd'hui, je pense, à la mode et dans laquelle on trouve tout ce qui est machine apprenante et notamment les fameux réseaux de neurones dont vous avez peut-être entendu parler. Et donc là, cette intelligence-là, on ne va pas lui donner les règles, on ne va pas lui donner la suite d'instructions, on va lui donner des exemples. Et on va lui dire, alors les exemples les plus connus de cette intelligence-là, c'est tout ce qui est reconnaissance d'images, qu'est-ce qu'il y a dans une image. Et donc on va montrer des tas d'images, je ne vais
prend toujours les mêmes exemples, mais qu'on comprend bien, des images sur lesquelles il y a un chat, on va montrer 1 million d'images de chats, et après, quand on montrera une nouvelle image sur laquelle il y a un chat, la machine sera capable de dire il y a un chat. Voilà. Donc cette mécanique qu'on appelle l'apprentissage supervisé, parce qu'on a vraiment donné des tas d'exemples à la machine en lui disant voilà ce qu'il faut conclure, voilà ce qu'il faut conclure, eh bien ça permet d'avoir des machines qui sont très très puissantes. Voilà. Donc dans les grandes lignes, c'est ça, c'est une nouvelle façon de programmer des ordinateurs. Quand on n'a pas une description explicite de comment aboutir à la solution, on a ces deux façons pour que l'ordinateur nous aide à prendre des décisions. Voilà. On a, et puis j'ai entendu parler récemment, alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, je crois que c'est un prix Nobel d'économie qui a commencé à remonter ça. Il distingue alors évidemment on appelle ça l'intelligence artificielle parce que ça essaye de mimer la façon dont nous manipulons des informations de haut niveau, comment on a ce processus dit cognitif. On va dire que l'informatique classique c'est plus du calcul, et là c'est plus de la réflexion, de la décision. On va dire. C'est ça qui lui a donné cette idée d'intelligence artificielle, parce que je pense que comme tout le monde, vous ne pensez pas que quelqu'un qui calcule très bien est quelqu'un d'intelligent. En revanche, quelqu'un qui est capable d'additionner des idées, de les enchaîner pour tirer des déductions, à la façon de Sherlock Holmes par exemple, ou du Dr House, ça c'est de l'intelligence. En effet, le mécanisme que l'on va modéliser avec l'intelligence artificielle se rapproche plus des déductions de Sherlock Holmes ou du Dr House. Si vous êtes peut-être trop jeune pour avoir vu cette série maintenant, ça fait un moment que ça Et justement, c'est une des premières choses que vous dites, si je me souviens bien dans le livre, c'est que le terme même d'intelligence artificielle, en fait, il va un peu induire en erreur. Parce que intelligence, c'est quelque chose qui est ramené à l'humain au départ, et en fait, c'est pas tout à fait de l'intelligence. Voilà, disons que c'est une forme d'intelligence qu'on n'aimerait pas trop rencontrer chez les gens. Alors, certains comparent, oui, voilà, on peut dire que certaines formes d'autisme, Asperger, qui sont très très forts en calcul, ils ont une intelligence qui se rapproche de celle des machines. C'est-à-dire très très analytique, on n'oublie rien et on calcule très vite. Voilà. Mais l'intelligence classique, plus classique comme la nôtre, est un peu plus sophistiquée que ça. Alors, en même temps, on en reparlera. Il y a des performances que la machine a faire que nous n'arrivons pas à faire. Et en même temps, vous voyez bien que reconnaître un chat, je vous expliquais comment l'intelligence artificielle reconnaissait un chat. Vous, enfin, vous vous souvenez, ou vos enfants, vos bébés, ils ont vu 3 chats dans leur vie et après ils reconnaîtront toujours un chat. Donc ça prouve bien que nous, on travaille pas de la même façon. Alors cette idée d'intelligence artificielle en plus était relancée avec cette histoire de réseau de neurones. Voilà, quand on dit que c'est des réseaux de neurones, ce sont des neurones artificiels. En fait, on simule un fonctionnement de neurones, c'est-à-dire qu'il y a une information qui rentre, qui est un peu modifiée puis qui ressort et qui va dans un autre neurone. Ça représente très très vaguement. Enfin, ça a été inspiré un peu par ce qui se passe dans le cerveau. Et donc voilà, cette ambiguïté est entretenue par ce terme. Et je pense que les gens qui font de l'intelligence artificielle, qui font bien leur marketing, sont assez forts pour trouver des termes. Donc il y a ces réseaux de neurones, il y a aussi des algorithmes génétiques, il y a du bio-inspiré, voilà. Donc d'une certaine manière, on aime bien. À la fois, il y a du vrai, hein. Comme on a une machine formidable dans la tête, si on peut s'en inspirer, tant mieux. Et après, il y a un côté aussi sur vente en disant, moi j'ai créé un cerveau, et d'où les tas de questions qu'on se posera peut-être plus tard. Est-ce que le cerveau artificiel égalera le cerveau humain? C'est chaud. Et quand on parle d'intelligence artificielle, on a tout de suite des images qui nous viennent en tête, qui sont un peu des clichés, des récits de science-fiction, plein de films hollywoodiens qu'on a vus, où les robots commencent à prendre le pouvoir sur l'humanité. Qu'est-ce que c'est, enfin, est-ce qu'il y a vraiment en fait une différence entre robot et intelligence artificielle, ou qu'est-ce qui les différencie? Donc l'intelligence artificielle, c'est un élément qui est dans le robot. Après, les gens doivent se disputer sur ce qu'il y a derrière un robot, mais officiellement un robot, c'est quand même une mécanique qui peut bouger et qui peut avoir une interaction physique avec son environnement. Ça te va comme... C'est pas mal. Et seulement pour faire cette interaction, pour qu'elle soit pertinente, on va mettre, et voilà, il faut qu'il y ait un cerveau qui observe l'environnement, qui prend la décision et qui déclenche l'action. Donc l'intelligence artificielle est un outil pour que le robot puisse être utile et rendre des services. Donc c'est une des briques de la robotique, c'est l'intelligence artificielle. Mais on a des robots sans intelligence artificielle. Le robot qui passe l'aspirateur chez vous, si vous avez ça, ou le robot qui fait de la soudure dans les usines Renault. Bon, on ne peut pas vraiment parler d'intelligence artificielle. Et même sur le robot soudeur, on n'en parle pas du tout. Et puis on peut avoir de l'intelligence artificielle sans robot. Par exemple, tout ce qui est Google, moteur de recherche, les jeux d'échecs, tous les jeux que vous...
sais pas si vous jouez sur vos tablettes, vos ordinateurs, mais voilà, derrière, il n'est pas rare qu'il y ait de l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment deux facettes bien différentes. On peut avoir l'un sans l'autre, et puis on peut avoir les deux. Les robots les plus évolués ont de l'intelligence artificielle. D'accord. Et aujourd'hui, en fait, ça sert à énormément de choses. Il y a plusieurs exemples qui sont cités dans votre livre. Est-ce que vous pourriez balayer un peu à quoi ça sert aujourd'hui? Parce que, enfin, il y a des choses où vous commencez par le correcteur orthographique, c'est un exemple très basique, et puis ça va jusqu'à des actions de protection de l'environnement. Enfin, il y a énormément d'applications. Je te laisse un peu parler. Tu veux? Il faut que je boive. Alors, au niveau des applis. Vous m'entendez aussi comme ça? C'est pour l'enregistrement. Je préfère qu'il y ait... D'accord. Pardon. La dernière fois, on n'a pas utilisé les micros pour une rencontre, et en fait, tout le monde n'entendait pas, donc je préfère quand même être... Donc je vais utiliser le micro. Au niveau des applicatifs, effectivement, il y a tout plein d'exemples qu'on a cités, puisqu'on a balayé tout un champ de possibles pour montrer qu'il y a une variété en fait de cas d'usage. Rodolphe vous en a donné quelques-uns. On en trouve bien sûr dans les véhicules autonomes. Rodolphe travaille chez Renault par exemple. Il y en a d'autres, hein, bien sûr. Je vais faire la pub que pour Renault. Mais il y a évidemment pas que ça. Je vais vous donner des applications concrètes. Par exemple, on parle en ce moment, il y a quelque chose qui est très à la mode, c'est le Covid. Hein, c'est très tendance, on en entend partout. Il faut savoir qu'en fait, il y a une intelligence artificielle qui s'appelle Blue Dot, qui déjà en décembre 2019 avait alerté sur le fait qu'il y avait une épidémie, bon, ça s'appelait pas Covid à l'époque, de pandémie qui était atypique, qui commençait à se répandre en Chine, bien avant même que officiellement elle soit détectée, nommée, etc. C'est pour vous donner un exemple très pratique, c'est une intelligence artificielle canadienne. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Mais dans le domaine médical, on peut citer le cas, par exemple, d'une intelligence artificielle de Stanford qui détecte les mélanomes, juste en prenant une photo de certains grains de beauté. Enfin, deux grains de beauté. On s'en sert aussi pour les mammographies. On s'en sert aussi pour détecter les cancers du foie. Par exemple, une IA qui s'appelle Deep Patient, qui a été développée aux États-Unis en analysant plus de quelques centaines de milliers de clichés de patients de l'hôpital du Mont Sinaï, permet maintenant de détecter effectivement avec un taux de précision beaucoup plus élevé des fois que, je dirais, l'expert humain, la présence d'un cancer ou non. Donc là, c'est le médical, ok. Mais il y a autre chose. Il y a par exemple, dans les banques, il y a une banque française, okay, un réseau de banques françaises qui a mis en place une intelligence artificielle qui permettait de répondre aux questions les plus fréquemment posées avec une certaine intelligence, c'est-à-dire pas juste oui, non, on peut faire du crédit, un peu plus poussé, ce qui permet de dégager du temps homme, par exemple, pas énormément, hein, 15-20 minutes par collaborateur, mais sur un ensemble, sur un grand réseau de bancaires, sur 5 ans, c'est 200 000 jours travaillés qui ont été ainsi sauvés. Bon, voilà, je vous ai donné d'autres exemples. Il y a des exemples moins sympathiques. Par exemple, le ministère des Finances publiques a déployé aussi, on le cite hein, bien sûr, une intelligence artificielle pour voir si vous étiez vraiment à la pointe de l'actualité, je dirais, dans vos déclarations. Ce qui a permis de ramener, je dirais, dans les caisses de l'État, quelques centaines de milliers d'euros, millions d'euros supplémentaires. Donc vous voyez, les cas d'usage sont, je peux vous en citer à l'infini, sont vraiment variés. On peut s'en servir pour le tri des déchets, pour analyser quel type de déchet c'est, par exemple un plastique, etc., de manière à mieux le traiter. On peut s'en servir pour, toujours en matière environnementale, améliorer l'efficience énergétique, c'est-à-dire voir à quel moment j'aurai un pic de consommation, quelle est l'action que je dois engendrer, ce que je dois à ce moment-là prévoir je sais pas, certaines tranches supplémentaires en matière d'électricité, ce que je peux économiser. Bref, l'optimisation des flux, quels qu'ils soient, même des flux de circulation, peuvent se faire via une intelligence artificielle. Je vais m'arrêter dans les exemples. Je pense qu'en fait, l'exercice serait de trouver un domaine qui n'est pas touché par l'intelligence artificielle. Il y a un grand chercheur qui travaille chez... un chinois, Andrew Ng, il travaille chez... et qui a dit c'est comme l'électricité en fait.
aujourd'hui, si vous posez la question où est-ce qu'on n'utilise pas d'électricité, bon, vous allez trouver, mais c'est compliqué. L'IA, c'est un peu pareil. C'est devenu une technologie très pervasive. Et voilà, c'est pour ça que c'est difficile de dire elle est mauvaise ou elle est bonne. C'est pas l'électricité. C'est sûr que quand vous êtes sur la chaise électrique, vous n'aimez pas l'électricité, mais il y a plein d'autres occasions où on en voit des bons côtés. J'aime beaucoup. Il y a peut-être un domaine dans lequel l'intelligence artificielle est utilisée aussi, mais qui est peut-être moins une réussite, ou en tout cas qui pose plus de questions. Parce que, en fait, la question suivante, c'était en quoi l'intelligence artificielle va rester inférieure à l'homme et en quoi elle lui est supérieure. Et un des points, c'était la question de la créativité, qui est quelque chose qui est propre à l'humain. Et il y a de nombreux cas aujourd'hui d'artistes, par exemple, qui utilisent l'intelligence artificielle pour créer des tableaux, pour écrire un livre, pour composer un morceau de musique. Donc ça existe. Mais là, il y a d'autres questions qui se posent et c'est peut-être pas le plus grand domaine de compétence non plus de l'intelligence artificielle. Alors, je commence sur la partie technique et puis après tu parleras de la partie créative. Je me broderai. Ouais. Donc, en effet, alors la première partie de votre question était quand est-ce que l'IA est supérieure ou inférieure. Voilà, très localement, elle est quasiment toujours supérieure. Alors, sur l'histoire des radios là que tu citais, l'IA qui est capable de détecter une tumeur, et donc quand on en parle avec des spécialistes d'IA et de radiologie, donc il y a des médecins qui font des thèses en IA, ils disent honnêtement, en général, l'IA ne voit pas des choses que nous on voit si on regarde bien. Sauf que nous, radiologues, en fin de journée, quand on a vu 80 radios, on laisse passer des trucs. Et puis on peut aussi avoir un biais où on a vu un gros truc, et du coup on va pas regarder le petit truc. Et le petit truc, il est important. Donc c'est plutôt ce genre c'est là où l'IA est supérieure. Elle se fatigue jamais, elle ne rate jamais un détail, mais dans le fond, elle n'est pas tellement supérieure. Alors, il m'a juste cité un cas où là, en voyant une radio, l'IA a dit tiens, là il y a une double fracture du poignet, qui est une chose assez classique semble-t-il. Quand on casse un bout du poignet, on casse l'autre bout aussi. Mais sur l'angle de photo, c'était impossible de voir la double fracture. Et l'IA a dit rien qu'en voyant ce cliché, il y a une double fracture. Et donc là, l'expert radiologue dit voilà, moi je l'avais pas vu. Alors évidemment, lui, il se contente pas d'un cliché. Le radiologue, il sait quand il y a une fracture du poignet qu'il faut faire le tour, et il la voit toujours. Donc il l'aurait pas laissé passer, mais là, il dit j'avoue, elle a vu quelque chose que j'avais pas vu, mais de toute façon, je l'aurais vu pareil. Donc, voilà, on peut toujours imaginer que, comme c'est une machine qui est très très pointue, très très focalisée sur un problème, en effet, et alors de la même façon que elle nous bat aux échecs, elle nous bat au Go, si vous jouez au bridge, elle vous bat au bridge, elle vous bat au Scrabble, voilà. Donc, sur un sujet très particulier, l'IA va être plus forte que nous. Voilà. Et puis c'est la vie, elle est faite pour ça. En revanche, dès qu'on va la sortir de son domaine de compétences, il faudra une autre IA. Et nous, on a cette particularité que on peut être intelligent à la fois au Scrabble et au bridge, à la fois en psychologie et en radiologie, et donc on a une espèce de moyenne qui fait que, et du coup, on arrive à agréger des choses que peut-être une intelligence artificielle très spécialisée ne sera pas habituée à agréger pour en tirer d'autres conclusions. Oui, vous prenez l'exemple d'une intelligence artificielle qui aurait été entraînée à reconnaître des bocaux de cornichons, elle voit un pigeon et ça ne fait pas partie de son monde. Voilà, et exactement. Aucun moyen de savoir ce que c'est. Ça, c'est une bonne illustration de la bêtise de l'intelligence artificielle. Voilà, il y a celui-là qui est rigolo, puis de façon un tout petit peu plus dramatique, il y a une voiture autonome il y avait un camion couché en travers de la route, au milieu de l'autoroute, donc il était parfaitement visible, la voiture est passée au travers. Parce que dans son apprentissage, on lui avait jamais montré un camion au travers de la route. Donc elle ne pouvait pas dire c'est un camion au travers de la route. Donc elle a recherché à quoi ça ressemblait le plus. Donc ça ressemblait le plus à éventuellement un ciel un peu laiteux au loin, ou alors un panneau d'affichage, donc qui n'était pas tout à fait à la bonne hauteur. De toute façon, rien qui nécessitait qu'elle freine. Et donc elle est passée au travers. Donc vous voyez, ce sens commun, ça manque complètement à l'intelligence artificielle. Alors avant de venir à la question de la créativité, juste pour dire, donc vous disiez qu'il y a un moyen de contourner ça en faisant de la coopération entre différentes intelligences artificielles, ce qui s'appelle les GAN, c'est ça? Alors le GAN, c'est un petit peu différent. Alors c'est vrai que le GAN, c'est des réseaux adverses. Donc c'est-à-dire qu'on va entraîner un réseau pour embêter un premier réseau. Et alors un exemple fameux, c'est un réseau qui était habitué à reconnaître des animaux.
Et donc il va. Alors nous, on va plutôt prendre un cas plus proche, un réseau qu'on met dans une voiture et qui est habitué à reconnaître les panneaux de signalisation. Donc vous lui avez montré des tas de panneaux de stop, de sens interdit, de limitation de vitesse, et il reconnaît ça très bien. Et ben on a entraîné un autre réseau à dire comment on va modifier mon image de panneau pour que la première intelligence ne reconnaisse plus que c'est un panneau de sens interdit. Et donc cette deuxième intelligence, ce GAN, ce réseau adverse, il va modifier pixel par pixel l'image, donc par chaque petit point de l'image, il va essayer de le modifier, changer sa couleur, jusqu'à ce que ça fasse changer la décision du premier réseau. Et ce qu'ont réussi à faire ces chercheurs farceurs, c'est à s'apercevoir que, en changeant simplement, en mettant quelques pixels noirs sur un panneau de sens interdit, bien situé, le premier réseau va dire, c'est plus un panneau de sens interdit, c'est un panneau de limitation à 30. Donc vous, à l'œil nu, vous voyez bien que c'est un panneau de sens interdit avec juste des autocollants dessus, noirs, mais vous dites, c'est un panneau de sens interdit avec des autocollants noirs, mais ça reste un panneau de sens interdit. L'intelligence artificielle, trompée par l'autre intelligence artificielle, va dire non, c'est un panneau de limitation à 30 km/h. Donc encore une fois, on voit que, il faut se lever de bonne heure. Il faut quand même une autre intelligence artificielle qui aura été entraînée pour détromper la première. Ça n'arrivera pas par hasard. C'est pas si vous scotchez n'importe quoi sur n'importe où sur un panneau, ça va pas faire changer de décision. Par ailleurs, nous travaillons sur des réseaux qui soient plus robustes et qui soient pas sensibles à ces attaques. Voilà, ça c'était une première. Voilà. En revanche, là où on peut avoir, donc là, c'est, vous voyez, des réseaux adverses, mais on peut aussi avoir des réseaux qui se complètent. C'est-à-dire qu'on va avoir une première façon de reconnaître les panneaux qui sera basée sur, j'ai vu des centaines de panneaux et donc je le reconnais. Et puis on peut avoir, par exemple, une deuxième intelligence artificielle basée sur des règles qui va dire, un panneau stop, non, un panneau sens interdit, il est globalement rouge. Voilà, c'est une règle. Si le panneau est globalement rouge, alors ça peut être un stop. Et donc si on met les deux côte à côte, le premier va dire, il se fait tromper, il y a des autocollants, donc il va dire, ce panneau stop, en fait, c'est un panneau de limitation à 30. Et l'autre va lui dire, non, il est tout rouge, ça peut pas être une limitation à 30, c'est pas tout rouge. Et donc à ce moment-là, les deux intelligences artificielles vont se compléter pour prendre une décision qui soit moins mauvaise. Et pour vous rassurer vraiment, dans les voitures, en plus, il y a la carte, on connaît la carte, et donc on sait en général s'il y a ou non un sens interdit ou une limitation à 30. Donc encore une fois, rassurez-vous, dans les voitures, tout ça est en bonne partie contrôlé. Et donc, pour en revenir à la question de la créativité, il y a des choses qui semblent en tout cas inhérentes à l'humain, que l'intelligence artificielle peut aussi en partie prendre en charge, mais ça jouera pas sur les mêmes domaines. Alors, déjà, je vais faire une transition avec ce que disait Rodolphe, donc en lien avec la créativité. C'est qu'effectivement, les intelligences artificielles peuvent coopérer ensemble, entre elles. Par exemple, dans le cadre d'un GPS, vous pouvez avoir une IA qui va analyser le flux de circulation, et vous pouvez avoir aussi une IA qui, elle, collecte les données météorologiques. Donc c'est pas interdit qu'il y ait plusieurs IA qui collaborent chacune. On a compris qu'en fait une IA était spécialisée. Donc une fois qu'elle est spécialisée, elle fait un truc, pas deux, d'où le bocal de cornichons et les pigeons. Je reconnais des bocals de cornichons, mais je ne reconnais pas des pigeons. Je sais prédire, par exemple, la météo à 1, 2, 3, 4 jours, mais je sais pas, ça ne s'applique pas au flux de circulation. Par contre, je vais pouvoir agréger et concaténer les résultats de différentes IA, où une IA va pouvoir collecter elle-même des données de différentes IA. Ça, c'est possible. Ce qui ouvre un champ en fait de collaboration assez intéressant. Par exemple, en matière donc artistique, effectivement, on a des ouvrages qui ont été écrits par des intelligences artificielles. On a aussi des musiques. Par exemple, je pourrais vous citer une IA qui a été nourrie avec des chansons des Beatles. Chansons des Beatles. Cette IA ayant eu un apprentissage en écoutant que des musiques de Beatles, a pu elle-même recréer une chanson d'inspiration Beatles. Bien sûr, les Beatles ne sont pas du tout derrière. Mais quand on écoute, il y a cette patte, cette sonorité. On a aussi, ce qu'on aime bien faire aussi visiblement, certains, c'est finir il y a plein de symphonies inachevées, on s'est dit, tiens, on va les achever. Bon,
Okay, donc c'est un truc à la mode. Huawei s'est essayé par exemple à terminer la 8e symphonie de Schubert. Okay. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné du Schubert, et effectivement a pu, et c'est pas mal, hein. Enfin, je vous invite à écouter effectivement, sauf si vous êtes vraiment un expert de Schubert, il y a vraiment comme une continuité par rapport au morceau original. Oui. Est-ce qu'il peut faire des variations? C'est-à-dire, si il restitue une fin à la symphonie, est-ce qu'il va en inventer une autre si on relance le processus? Ou est-ce qu'il va restituer la même? Alors ça c'est intéressant puisque c'est là où je mettrai un bémol à la créativité. C'est-à-dire que je vous ai donné des morceaux, je vous ai alimenté avec des morceaux, et donc vous avez un résultat particulier. D'accord? Ce qui veut dire que c'est moi le développeur, non je suis pas développeur, mais imaginons que je sois développeur, j'ai choisi ces morceaux. J'ai choisi en fait le cadre de référence initial qui permet d'aboutir à une réponse particulière qui restera la réponse. Comme par exemple, dans le cas de Rodolphe, j'ai été nourri de millions et de millions de panneaux de stop ou d'images de chats, et donc je peux reconnaître des chats, je peux reconnaître des panneaux stop, et je donnerai toujours généralement la bonne réponse. Voilà. Par contre, si je modifie mon cadre d'apprentissage, si je donne d'autres musiques ou si je mets du Schubert avec du Beethoven, le résultat sera différent. Schubert, Beethoven, pour les 250 ans de Beethoven, Deutsche Telekom a voulu aussi faire la même chose. Il s'est dit, tiens, je vais terminer la symphonie inachevée de Beethoven, donc la 10e, et donc bien sûr, là, ça a été la même chose, il a été nourri avec des musiques de Beethoven et a terminé la symphonie de Beethoven. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais en tout cas, la manière dont l'apprentissage a eu lieu aura une incidence sur le résultat. Et si vous relancez un même réseau, une même intelligence artificielle avec le même apprentissage et la même entrée, il va donner la même sortie. En fait, c'est déterministe, en général. Après donc c'est tout le mérite des gens qui lancent ces intelligences artificielles. Ils rajoutent des petits trucs, et le type qui a fait l'adaptation des Beatles, ça lui plaisait pas, donc il a relancé, il a posé sa question différemment. Voilà, donc il y a aussi quand même, tout avec la création, la machine est là que pour aider le créateur humain. C'est un outil qu'il a en plus à sa disposition. Alors, j'ai un prisme juridique de par mon métier, mais juste pour vous dire que les créations effectuées par des IA aujourd'hui ne sont pas considérées comme étant une création d'IA. C'est-à-dire elles sont toujours attribuées à une personne physique, par exemple moi, donc ou à son développeur, etc. Puisqu'on considère qu'en fait, elle n'a pas eu, je dirais, une volonté propre à atteindre un résultat particulier. Ce n'est que le choix des développeurs ou de l'auteur de prendre de prendre les différents ingrédients de la recette pour aboutir à un résultat particulier et éventuellement de le retravailler. Donc, en cela, aujourd'hui, juridiquement en tout cas, il n'y a aucune inventivité ou créativité reconnue à une intelligence artificielle. Voilà. Et de la même manière que une fois le produit achevé, l'intelligence artificielle ne saura pas dire si c'est bon ou pas, si c'est un morceau de qualité, parce qu'après c'est le jugement esthétique qui est humain. Tout à fait. L'intelligence artificielle ne va pas juger si c'est de bonne facture ou de mauvaise facture. Alors, il y a eu une expérience de fait quand même au musée Branly là, de Jacques Chirac. Ils ont inventé un petit robot pour lui créer un sens esthétique. Et donc ils ont essayé. Et alors là, il avait en fait une méthode qui était assez brutale pour se faire son goût. Il a regardé où les gens allaient. En fait. Et puis petit à petit, il a dit, je vois que les gens ils préfèrent ce panneau à celui-là, et donc globalement ça, voilà. Donc il a créé son goût, un goût mais c'est un goût très mainstream puisqu'il aime ce que les gens aiment le plus, quoi. Donc, pour tempérer aussi le propos, je vais vous citer un exemple d'un concours de beauté dont le juge arbitre, si je puis dire, était tunisien. Et sur l'ensemble des portraits, parce que c'était des photos qui ont été sélectionnées comme étant les personnes les plus belles, donc il y en avait une qui regardait la symétrie du visage, etc. Les 3/4 des gagnants étaient blancs. Il y avait un gagnant qui était d'origine asiatique, et puis après il y avait pas de gagnant.
Donc il y avait plusieurs manières de voir les choses. Les blancs sont beaux, bon, ça me faisait plaisir, bon, c'est pas forcément très scientifiquement prouvé. Voilà. Les asiatiques sont un petit peu moins beaux, et puis alors le reste on entend pas. Et puis quand on va un petit peu plus dans le détail, on s'aperçoit tout simplement quelle a été la base de données qui alimentait cette IA. Et ben en fait, il y avait que des visages caucasiens. Ce qui explique, majoritairement des visages caucasiens. Ce qui explique le résultat. Voilà. Donc la beauté, le sens esthétique, est vraiment très relatif. En tout cas, l'IA n'a pas le recul nécessaire pour avoir son propre goût. Voilà. Bon, bien sûr, on peut lui dire, si tu vois que les gens ont plus cette bouteille, peut-être que elle est plus attrayante, etc. Mais c'est jamais que le choix du développeur. Mais c'est intéressant, c'est comme c'est la même histoire que pour les morceaux de musique, c'est de montrer que c'est le développeur qui va parfois inconsciemment biaiser en fait le programme, parce que juste il n'aura pas pensé à mettre des photos de gens de couleur pour l'entraîner, ou il y avait d'autres exemples de biais dans le livre. Oui, alors le biais que tu évoquais là, en effet, c'est une des fragilités classiques de l'intelligence artificielle basée sur l'apprentissage, lesquels on peut citer, par exemple, un qu'on cite un peu moins souvent que le loup dans la neige, qu'on pourra vous raconter après. Dans le métro chinois, il y avait une station qui était près d'un stade de foot, et ce qu'ils voulaient, c'était détecter automatiquement quand il y avait beaucoup de monde pour ouvrir des sorties supplémentaires de la station de métro. Et donc, ils ont fait leur apprentissage, où il y avait une caméra qui regardait quand il y avait plein de monde, et puis on lui disait là il y a du monde, et puis là il n'y a pas de monde, etc. Donc la machine a appris de cette façon à reconnaître quand il y avait du monde ou quand il n'y avait pas de monde, et puis on l'a mis en service. Et puis un jour de match, c'est complètement plein, à 4h de l'après-midi, et l'IA dit bon non, il n'y a personne, c'est bon. Voilà. Donc évidemment, tous les ingénieurs se penchent sur la question, et en fait ils se sont aperçus que lors de l'apprentissage, ils faisaient ça dans les jours de semaine classiques. Et pendant les jours de semaine classiques, en fait il y avait une pendule sur un mur. Et donc à chaque fois qu'on disait aux gens il y a du monde, ça correspondait aux heures de pointe. Donc l'intelligence artificielle, au lieu de regarder s'il y avait du monde, elle regardait juste l'horloge, et elle disait quand il est 6h du soir il y a du monde, et quand il est 2h de l'après-midi il y a personne. Voilà. Donc le biais, c'est qu'elle n'a pas regardé la bonne chose pour se faire son opinion. Ce qu'on lui a donné à apprendre était biaisé. Pour elle, c'était beaucoup plus simple de regarder l'heure, et donc elle n'a pas compris ce qu'on lui demandait. Donc on ne peut pas lui en vouloir. Mais voilà, c'est un exemple de biais où on voit que l'intelligence n'a pas compris la question. Elle a juste fait on peut commencer à introduire la différence entre corrélation et causalité. Ou dans un cas, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Je crois que vous êtes chaud là. Juste une question sur l'exemple que vous venez de citer. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné dans le développement, est-ce qu'on ne dit pas à l'IA, te focalise pas sur l'horloge, mais focalise-toi sur la foule. Comment elle a pris cette décision de dire tiens, l'horloge c'est pour moi le bon indicateur Parce que elle, ce qu'on lui demandait, c'était de classifier, c'est-à-dire quand on lui montrait une image, de dire est-ce qu'il y a du monde ou pas. Donc c'était ça. Et elle, donc comment elle va faire? Soit tant qu'on lui pas dit qu'il y a du monde, ça veut dire qu'il y a des tas de visages. On lui donne pas d'indication qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a du monde. Et donc pour elle, ce qui était le plus discriminant, mais à chaque fois, entre les photos où il y avait du monde et les photos où il n'y avait pas de monde, en fait c'est ça, l'intelligence artificielle quand ça marche bien, c'est comme ça que ça marche, c'est elle qui va aller trouver le petit détail. Il y a quand même un peu de libre arbitre en fait. Là, à un moment donné, elle a pris une décision de dire tiens, finalement l'horloge c'est peut-être le meilleur indicateur. Disons que c'est statistiquement, c'est ce qui était le plus sûr en fait. Voilà. Donc, alors on peut appeler ça du libre arbitre, mais on dit, et c'est un des points qui est, c'est une bonne remarque, c'est un des points qui est original et fort dans ce qu'on appelle le deep learning, c'est qu'on ne dit pas à l'intelligence artificielle ce qu'elle doit repérer comme discriminant. Voilà. C'est elle qui va le trouver. Les premiers systèmes d'intelligence artificielle, on disait, pour reconnaître deux images, tu vas aller regarder les bords, tu vas aller regarder les histogrammes de couleurs, donc on donnait les indices qu'elle devait utiliser pour reconnaître une image et une autre, distinguer deux images. Avec le deep learning, on lui dit même pas ça. On lui donne l'image en vrac, et on lui dit, là-dedans, trouve ce qui est le plus malin pour discriminer. Et là, on lui a dit elle a trouvé que l'horloge était le plus malin. Et hormis peut-être, comment on sait que, là c'est l'erreur qui fait qu'on a trouvé la source du problème. Est-ce qu'il y a moyen de dire, d'avoir une sorte de rapport, de log en fait qui dit qu'elle a analysé l'horloge et le savoir tout de suite en fait? C'est une excellente question. Donc ça c'est tout l'objet aujourd'hui
des sujets sur lesquels je travaille, c'est cette IA de confiance. Comment on peut faire confiance à une IA? Comment on peut savoir qu'elle réfléchit bien? Et en effet, aujourd'hui, on se force, une fois qu'on a un système, alors évidemment, quand on a un système qui est mis au point, on va lui demander de s'expliquer. On va lui dire pourquoi tu as pris cette décision. Et donc, si on avait fait passer ça sur le logiciel en question, sur l'intelligence artificielle qui repère la foule, elle aurait mis en surveillance les pixels de l'horloge. Elle aurait dit, moi, c'est ça que j'ai regardé. Et là, tout de suite, voilà, le concepteur aurait pu dire, ah ben, en effet, on ne sait pas ce qu'il fallait regarder, et on corrige le coup. Donc, c'est ça, et en fait, aujourd'hui, donc l'intelligence artificielle, c'est un truc qui a allé très très vite, et donc, maintenant, on a des objets qui commencent à bien fonctionner, et on se pose seulement ces questions, maintenant, comment on va faire pour garantir que ça fonctionne bien. Et donc ça, parmi les outils, pour être sûr qu'une IA fonctionne bien, il y a cette idée d'explicabilité, où il faut qu'une IA, qui comprend rien, nous explique comment elle a réfléchi. Et ça, c'est un travail qui est super marrant. Donc là, un des exemples, c'est montre-moi les pixels que tu as le plus utilisés pour prendre ta décision. Et c'est là qu'elle a montré l'horloge. Donc on est capable de le faire sans attendre la remontée de l'anomalie, on peut dire. Voilà, et donc c'est une excellente remarque. Maintenant, on le fait. Au début, on le faisait pas. Ça peut être dangereux. Vous parlez de l'exemple du camion. Il ne faut pas attendre un an pour dire merde, il y a un problème. Ah oui, c'était pour ça. Mais malheureusement, ça se trouve, c'est que l'incidence, c'est qu'il peut y avoir un. Exactement. Et donc tout l'enjeu de la nouvelle façon de développer de l'intelligence artificielle, c'est d'avoir ce genre de méthodologie. Quand on développe une intelligence artificielle, chercher les biais, chercher les trous dans le domaine d'opération. Voilà, qu'est-ce qu'on a dans notre représentation du monde via les exemples qu'on donne. Est-ce qu'on a oublié des choses? Voilà. Et ça, voilà. Donc il y a toute une méthodologie qui se met en place, et il faut savoir que l'informatique traditionnelle qu'on utilise aujourd'hui dans les avions, elle est passée par là. Au début, dans les années 50, 60, même 70, 80, quand on développait du code, on développait du code, puis ça avait l'air de marcher, c'était bon, puis on mettait ça dans l'avion, puis l'avion explosait. Et après coup, aujourd'hui, on a des méthodes qu'on appelle de génie logiciel, donc ce sont des méthodes pour être capable de démontrer qu'un logiciel classique va bien fonctionner. Et en fait, aujourd'hui, il y a toute la communauté de l'intelligence artificielle qui, de la même façon, invente le génie logiciel, donc la bonne façon, les bonnes méthodes pour développer de l'intelligence artificielle, et tout ce que vous citez en fait partie. Alors, il y a des trucs qui sont compliqués. Un exemple très très simple à comprendre, c'est quand on dit à une caméra qui est embarquée à bord d'une voiture, il faut que tu détectes un piéton et tu t'arrêtes si le piéton traverse. Un piéton, pour nous, c'est très clair ce que c'est qu'un piéton. Mais une intelligence artificielle, vous avez vu comment elle fonctionne, il faut lui montrer des tas d'exemples de piétons. Le jour où tous les piétons se mettent à avoir des masques quand ils traversent, l'intelligence artificielle, elle n'a jamais vu ça. On ne peut pas lui reprocher. En l'occurrence, c'était pas dramatique parce qu'elle s'appuyait pas que sur le visage, comme les gens peuvent être de dos, etc. Donc ça s'est bien passé. Mais ouais, il faut voir là. Si les gens aussi ce qu'on raconte, c'est que les premiers détecteurs de piétons qui étaient testés sur les campus en Californie, ils n'avaient jamais vu de jupe ou de robe longue. Et donc, les premiers piétons avec des jupes, le système ne les reconnaissait pas. Et vous voyez, tout ça, c'est tellement naturel. C'est ce qu'on appelle c'est tellement naturel qu'on se dit, on fait pas attention à ce qu'on a. Aujourd'hui, de plus en plus, parce qu'on a ce recul-là, on fait attention à la façon dont on apprend. Et il faut apprendre à spécifier ce que c'est qu'un piéton, spécifier ce que c'est que pour nous est tellement évident. Et voilà. Et ce qui est très difficile pour vous raconter ma vie de développeur d'intelligence artificielle chez Renault, c'est que nous, on fait appel à des fournisseurs. Donc aujourd'hui, la caméra intelligente qui est dans les voitures Renault et dans plein de voitures, c'est une caméra qui est développée par un sous-traitant. Donc c'est pas nous qui la faisons. Donc on ne sait pas ce qu'il a mis dedans. Et on ne sait pas quelle base de données d'apprentissage il a utilisée. Donc, on a très peu de moyens de vérifier. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est rouler, et puis voir, on fait 1 million de kilomètres, et puis au bout d'1 million de kilomètres, dans des endroits, on fait pas 1 million de kilomètres sur autoroute, parce que là, on verra très peu de piétons. Donc, il faut bien réfléchir à où il faut aller pour voir le plus de cas possible et vérifier que ça fonctionne. Et donc, moi, scientifique, je dis, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à notre fournisseur, je vais vous donner les spécifications noir sur blanc de ce que c'est qu'un piéton. Donc ça fera 5000 pages, parce que je décrirai tous les cas de piétons que vous pouvez rencontrer. Et vous êtes tenu de me démontrer que ça marche. Mais si je fais ça, le jour où ça marche pas, le gars dira, ah ouais, mais moi, cette description de piéton, elle n'était pas dans vos 5000 pages, donc c'est pas de ma faute.
Et voilà, donc c'est pour ça que voilà, on se tient un peu par la barbichette, hein. Nous on veut en demander plus, et en même temps lui il sait que si on en demande trop, bah, nous deviendrons responsables. Et c'est un des soucis avec l'IA, c'est qui est responsable quand ça marche pas. Et c'est là que je me tourne vers Olivier qui va nous donner sa réponse. Ça ne vous dérange pas si on se questionne mutuellement? Non, mais allez-y, je vais reprendre la conversation au bout d'un moment, mais continuez, c'est très intéressant. Donc si ça vous intéresse le système de responsabilité en matière d'intelligence artificielle, donc déjà il n'y a pas de vide juridique, parce que ça on entend beaucoup de choses en disant ah c'est une intelligence artificielle, c'est nouveau, c'est un petit être qui vient de nulle part, et on ne sait pas comment le traiter. Donc déjà ça, c'est pas vrai, il y a toujours un responsable quelque part. Par contre, ça ne veut pas dire que notre système actuel est vraiment adapté à, je dirais, à cette nouvelle technologie. Même si le mot nouvelle est un peu galvaudé aussi, puisque je pense que ça existe au moins depuis les années 50. C'est accessoire, mais quand même. Et pourquoi notre système actuel n'est pas totalement adapté? C'est qu'en fait, il va faire peser la responsabilité sur certains grands acteurs. Bon, on va reprendre le cas de mon voisin, Renault. C'est-à-dire que Renault, c'est un peu le paratonnerre qui va accumuler toutes les foudres de la responsabilité. Le problème, c'est qu'il y a d'autres acteurs. Il y a son fournisseur. Alors souvent, je ne dis pas que Renault a son fournisseur en Chine, mais souvent le fournisseur est pas en France. Donc, en tout cas, des composants électriques. Celui-là est israélien. En tout cas, il n'est pas en France. Donc il faut se retourner contre lui. Bon, c'est déjà pas une mince affaire, mais c'est faisable, si contractuellement ça a été bien fait. Puis lui-même va avoir une autre action contre son propre fournisseur jusqu'à essayer de retrouver celui qui était au début du maillon de la chaîne et qui a entraîné, c'est-à-dire nourri l'IA avec tous ces cas. Ce qui fait qu'on s'aperçoit que dans la plupart du temps, il y a ceux qui sont au tout début de la chaîne, ceux qui ont entraîné et nourri l'IA, qui se trouvent tranquillement pépères, un peu, je dirais, à l'abri de poursuites. Or, c'est eux qui, je dirais, sont dans cette chaîne de responsabilité, qui ont le rôle le plus important. Puisque c'est eux qui travaillent sur cette spécialisation de l'IA, c'est eux qui vont nourrir l'IA avec une base de données qui doit être non biaisée. Et eux, en fait, ils se retrouvent aujourd'hui un petit peu à l'abri de toute poursuite. Heureusement, on s'est aperçu qu'il y avait un peu ce biais législatif. Et en ce moment, il y a il y a bien sûr des questionnements, des débats, mais aussi une grande initiative au niveau européen pour commencer à essayer de mettre en place une législation qui serait adaptée à l'IA. Je ne vais pas vous prendre la tête très longtemps sur le sujet, sauf si vous avez des questions, mais en tout cas, il y a eu des résolutions, les dernières décisions en date sont des résolutions du Parlement européen, c'était fin d'année dernière, en octobre de l'année dernière, 3 résolutions, une sur l'éthique, une sur la responsabilité, et une justement sur la propriété intellectuelle, c'est-à-dire la créativité, etc. Ce qui nous intéressait là, c'était le régime de responsabilité. Et ce qui est intéressant, c'est que cette résolution qui a été prise par le Parlement européen proposait un règlement. Un règlement, c'est quelque chose, c'est comme une loi qui est directement applicable dans les États membres, ou par exemple la France. Donc proposer un règlement européen qui visait à responsabiliser tous les maillons de la chaîne de ceux qui contribuent au développement de l'IA. Donc, il n'y a pas de vide juridique, il y a une responsabilité qui existe, elle n'est pas totalement parfaite parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui c'est assez complexe d'aller chercher celui qui est tout au bout de la chaîne, mais c'est en voie de résolution grâce notamment je dirais ces initiatives européennes. Il faut que ça se fasse au niveau européen de toute façon, qui sont en cours et qui sont déjà très très bien avancées. C'est assez lent, hein. Faut bien se dire que c'est quand même quelque chose qui a été initié déjà à partir de 2018. Hein. On a commencé ces réflexions en 2018. Aujourd'hui, on n'y est pas encore, mais je pense que d'ici moins d'un an, ça devrait être bon. Et les maillons, il faut qu'ils soient européens ou c'est n'importe où dans le monde? N'importe où dans le monde. N'importe où dans le monde. J'aimerais qu'on aborde un autre point qui me semble assez important, c'est la question de l'intelligence artificielle et du travail humain. Parce que l'automatisation du travail, on peut se poser la question, est-ce que ça va à terme supprimer l'emploi humain ou une partie? Et une chose que vous dites dans le livre, c'est qu'il y a beaucoup d'études à ce sujet, mais que selon les rapports, ils ne donnent pas du tout les mêmes chiffres
qu'il y a des rapports qui donnent moins de 10% des emplois qui seraient remplacés par l'intelligence artificielle, et puis d'autres qui donnent par exemple 45%, ce qui est énorme. Alors déjà, comment est-ce qu'on peut expliquer ces différences de chiffres ? Je prends la main. Volontiers. Ok. Le travail, c'est toi. C'est la famille et la patrie. Alors, au niveau des études, effectivement, il y a une dichotomie entre 10 études qui est assez impressionnante. Celle d'Oxford donne un peu plus d'une quarantaine de pourcents. On a des études qui sont beaucoup plus sympathiques, qui évoquent à peu près 9-10%. Par exemple, celle de l'OCDE, je vous sors que des choses sympathiques. Celle de l'OCDE ou celle du COE, qui évoque à peu près 9%. On parle 9% de quoi ? On parle 9% d'automatisation. Okay. On dit pas, ça parle pas de chômage, ça veut dire que un emploi peut être automatisé. Okay. Donc déjà, c'est important, ça veut pas dire que si j'automatise un emploi, la personne va automatiquement, elle, se retrouver au chômage ou sans emploi. C'est important. Pourquoi il y a ce type de dichotomie ? C'est que là, je vous ai parlé de l'OCDE et je vous ai parlé du COE, c'est-à-dire l'OCDE, c'est sur les 21 pays membres, le COE, c'est sur la France, et l'autre que vous avez donné, c'est sur les États-Unis. Donc, en fait, on a des études qui s'intéressent à des zones géographiques qui sont distinctes. Et on s'aperçoit quand on regarde un peu les études que le taux d'automatisation, qui passe notamment, mais pas que, par l'intelligence artificielle, diffère selon les pays. Beaucoup plus important en Chine, beaucoup moins, par exemple, en Angleterre. D'accord ? Ensuite, c'est des études, c'est prospectif. On s'imagine que, et si c'était à, je dirais, progression constante, quand je dis prospectif, ça a plus de 10 ans. Hein. Okay. Ce qui est un peu une gageure, parce que je veux dire, il y a tout un tas de facteurs qui sont absolument immaîtrisables, comme est-ce qu'il va y avoir une réglementation qui va plus ou moins favoriser, est-ce qu'on va avoir une pandémie qui effectivement va favoriser en fait une automatisation comme on l'a connue, ou inversement, est-ce qu'il va y avoir un rejet de la population ? Immaîtrisable. Par contre, ce qu'on peut faire, ce qui est intéressant, c'est regarder ce qui s'est passé dans le passé. Vous allez me dire, oui, mais dans le passé, il n'y avait pas d'intelligence artificielle. Oui, mais on a connu d'autres révolutions, des révolutions industrielles, etc. Et là, c'est assez intéressant. Si je prends le cas des métiers à tisser, vous allez me dire, il n'y a pas trop de lien entre un métier à tisser et une intelligence artificielle, sauf que lorsque le métier à tisser est arrivé moderne, ça a été une petite révolution. Pourquoi une petite révolution ? Parce qu'en fait, en 1 heure, on pouvait produire 50 fois plus par rapport aux anciens métiers à tisser. Et on avait besoin de 98% de main-d'œuvre en moins. Vous allez me dire, mais c'est dramatique ce que je suis en train de vous raconter. Ça veut dire qu'il pourrait m'arriver exactement la même chose si je faisais un mimétisme. Oui, mais ce qui s'est passé, c'est que le prix de l'étoffe a baissé. Ce qui permettait de s'acheter beaucoup plus d'étoffe, ou de vêtements. In fine, sur la période 1830-1900, donc c'est vieux, je suis d'accord, et donc on s'est aperçu que le nombre de tisserands avait été multiplié par 4. C'est ça qui est intéressant. Parce que nous, on est un peu grégaire, on est un petit peu français, on est rétif au changement, ce qui nous, on le regarde d'un air bizarre en disant « ça va prendre mon emploi », mais plutôt que de se baser sur des études prospectives, on ne sait pas trop, etc., regardons déjà le passé, sur les différentes révolutions industrielles. Je vais vous donner un autre exemple. Celui de l'apparition, c'est un peu plus moderne, celui de l'apparition des distributeurs de billets. Billets de banque. Ça, c'est un peu plus... Années 80 jusqu'à début 2000, 2004. Ce qui s'est passé, c'est qu'en agence, dans les années 80, vous aviez à peu près une vingtaine de personnes. Puis il est arrivé le fameux distributeur de billets de banque. Qu'est-ce qu'il a fait ? On s'est aperçu que ce distributeur a pris de l'emploi. Ah oui, on est passé de 20 personnes à peu près 13 personnes. Sauf que, dans la même période, ça a permis de démultiplier le nombre d'agences. Et in fine, ça a eu un emploi vraiment positif sur... un impact positif sur l'emploi. Donc, comparaison des comparaisons, mais je dirais, il ne faut pas forcément avoir peur. Faut savoir que ça peut y avoir une phase effectivement de destruction d'emploi, mais qui peut aboutir aussi à une multiplication d'emplois.
d'emplois qui peuvent être les mêmes ou qui peuvent être différents. Dernière petite, je sais que Rodolphe aime bien les données, puis Rodolphe parlait beaucoup, donc je vais pas aussi. Aux États-Unis, sur les 10-20 dernières années, on s'est aperçu d'une petite étude qui s'est aperçu que plus de 60% des intitulés de postes qu'il y avait, qui paraissaient, en fait, n'existaient pas auparavant. C'est des nouveaux postes. Des choses totalement nouvelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la technologie, cette technologie, voilà, ancienne, ouvre aussi en fait de nouveaux postes, de nouvelles perspectives, etc. C'est le point par contre qui diffère par rapport à tout ce qu'on a vécu auparavant, c'est la vitesse. C'est la vitesse de propagation. Rodolphe vous en parlait tout à l'heure. Et de cette vitesse de propagation dépend notre capacité d'adaptation et de formation. Et c'est là où il y a un vrai enjeu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément avoir peur de cette technologie pour l'emploi, il faut plutôt se questionner comment je vais me mettre au niveau, comment je vais me former, et est-ce que je peux me former, est-ce que je peux suivre ce rythme, où là il y a un vrai questionnement. Rodolphe, est-ce que tu as posé le micro? J'ai plein de questions, ça m'évoque plein de questions, mais du coup, une très basique pour commencer, c'est effectivement, dans le meilleur des... En fait, ça c'est la grande conclusion qu'on peut tirer de votre livre, c'est de toute façon, l'intelligence artificielle, c'est un outil, et ça pourrait générer des choses très bénéfiques ou très délétères pour la société, tout dépend de ce que l'homme va décider d'en faire. Ça c'est la conclusion. Et ne lisez pas le livre, voilà, vous avez la fin. Et donc ça peut effectivement avoir des effets très intéressants dans le meilleur des cas où une personne dans son emploi va pouvoir laisser de côté les tâches très simples et répétitives pour se consacrer à des choses plus créatives ou plus complexes. Mais alors déjà ça me pose la question de est-ce que ce sera le cas dans les emplois les moins qualifiés en fait? Pour commencer. Je vais répondre. Si t'es chaud, vas-y. En fait, c'est pas une question pour moi, hein, en tout cas, n'hésite pas à me corriger ce que vous voulez. C'est en fait plus une question d'automatisation, de répétition de la tâche, plutôt que niveau d'emploi, etc. Est-ce que, par exemple, s'il y a des surprises dans ma fonction en permanence, c'est pas quelque chose que l'IA pourra faire. Par exemple, si mon job c'est de classer des vocales de cornichons, oui, effectivement, une IA pourra intervenir. Par contre, si en permanence je dois reconnaître les vocales de cornichons, les bouteilles, etc., ça veut dire que cette IA doit être entraînée pour faire face à tous ces cas et ces diversités. Donc c'est plus la répétition d'une même action qui permet l'automatisation. Voilà. Je te sens. C'est vrai que vous donnez aussi l'exemple des personnes qui font du ménage et que vous dites, je crois qu'une intelligence artificielle en fait serait pas capable, par exemple, de monter un seau d'eau dans des étages. C'est éminemment compliqué. Enfin, par exemple, vider une poubelle, c'est éminemment compliqué. Et Rodolphe lançait quelque chose. Non pas parce que tu vides les poubelles. Voilà. Et moi aussi. Du coup, on sait que c'est pas simple. Mais on a travaillé tous les deux en fait ensemble sur le robot. Et je sens que Rodolphe a envie de parler, donc Non, vas-y, continue. Donc, et en fait, le fait de reconnaître une poubelle, de prendre la poubelle, de prendre ce qu'il y a à l'intérieur de la poubelle, on imagine qu'il a compris que, bien sûr, mon robot, que la poubelle était pleine ou vide, parce qu'il ne va pas juste vider la poubelle alors qu'elle est vide. Sortir le sac, faire le petit nœud autour du sac, prendre le sac, descendre par les escaliers, c'est quand même une tâche qui est éminemment plus compliquée que faire du trading. Voilà, finalement. Ouais. Et donc en effet, il y a des tâches. Alors si on va sur la question du niveau d'emploi et que, alors d'une part en effet, l'IA va s'attaquer à des couches qui jusque-là se croyaient un peu à l'abri de l'automatisation. C'est vrai. Une fois, j'ai fait un exposé dans une banque. Et les gens posaient cette question-là et je disais mais voilà, si votre boulot il est répétitif et que vous interagissez avec le public, en effet vous pouvez être... Et au moment où je parlais, je me disais en effet peut-être ces gens-là
c'est ce qu'ils font, quoi. Ils regardent des papiers, et puis d'un point de vue un peu mécanique, ils disent ça c'est bon, c'est pas bon. Et ben ça, voilà, évaluer le dossier pour savoir si les gens sont éligibles ou non à un prêt. Ouais, bah ça commence à bien se faire, quoi. Et de la même façon qu'il y a plein de comptables qui ont sauté une fois qu'il y a eu Excel et que tout le monde pouvait faire des calculs. Donc c'est sûr qu'il y a des professions, alors ce sera pas forcément, voilà. Ce qui est bon ou le mauvais côté, c'est que les professions qui vont peut-être être chatouillées, ça c'est pas forcément justement, comme vous dites, le bas de l'échelle, hein. C'est maintenant un peu des professions intermédiaires. Donc comme vous disiez, voilà, il y a des tâches très très terre à terre qu'on n'est pas prêt d'automatiser, parce que aussi l'intelligence artificielle, elle manipule de la connaissance, et tous les métiers manipulent pas de la connaissance, ils manipulent des poubelles, des balais, donc des pelles, enfin voilà, tout ça, ça va quand même être assez difficile à faire à l'intelligence artificielle s'il n'y a pas les robots qui vont avec, et les robots, voilà, il y a aussi toute une dextérité mécanique qu'ils sont pas prêts d'avoir. Et l'autre chose aussi que je voulais ajouter, c'est que bien sûr, il y a des tâches qu'on va pouvoir faire à l'intelligence artificielle. Mais à quel prix? L'apprentissage, c'est coûteux, ça prend du temps, et puis c'est sur des domaines où il faut régulièrement réapprendre pour que voilà, l'intelligence artificielle Et donc nous, par exemple, dans le cas de la voiture autonome, on se dit ça va être très très coûteux de mettre à jour l'intelligence d'une voiture autonome, parce qu'à chaque fois qu'on découvrirait un nouveau cas qu'on n'avait pas vu, ben, il faut tout réapprendre, vérifier qu'on n'a pas régressé sur d'autres sujets. Et donc il y a des tas de gens qui disent moi j'ai pesé le pour et le contre, ben, je mets pas d'IA, parce que c'est en fait voilà, au lieu que ça soit quelqu'un qui fait une tâche répétitive et un peu bête, voilà. Voilà, ça me coûte moins cher que d'utiliser des data. Alors, je vais en profiter pour citer quelques noms des professions, des data stewards, des data engineers, des data scientists, des architectes network. Voilà, donc il y a des tas de professions déjà qui sont bien payées et qui sont. Voilà, si c'est pour mettre à jour une IA qui va faire un boulot qu'un mec qu'on paye pas grand chose fait, bon bah ça mérite aussi d'être pesé. Alors là, les gens vont dire mais c'est dégoûtant, donc ce boulot vous le laissez, le gars, vous le laissez faire ses tâches répétitives. Voilà, donc les deux cas, les deux sont recevables, quoi. C'est honteux de laisser quelqu'un faire des tâches répétitives, mais en même temps, si on lui prend son boulot, on va dire c'est honteux de lui prendre son boulot. Voilà. Donc il y a des grands équilibres qui sont, voilà, plus économiques qu'éthiques, hein, mais qui vont faire que on va pas balayer tous les boulots qu'on pourrait remplacer par l'IA, ça va pas se faire, pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Et puis il y en a d'autres qu'on n'attendait pas à voir balayés par les machines, qui vont sans doute être remplacés petit à petit. Un point aussi que j'aime bien dire, alors il semblerait que ça soit un peu polémique, vous me direz, n'hésitez pas. J'interviens, je te censure. Voilà. J'ai l'impression, moi j'ai dit une fois ou deux, et je me suis fait reprendre après coup, si les gens ils font mal leur boulot, en effet, il y a des chances qu'une machine puisse le faire à leur place. Voilà. Ça c'est polémique. Comment? C'est polémique. Bah voilà, moi j'ai dit, alors moi je fréquente aussi des milieux un peu anarchistes, donc déjà tout ce que je dis m'est reproché. Mais voilà, donc si les gens qui sont notamment en interaction avec le public, et je pense que les gens ont beaucoup progressé. Attention, on vous parle des bibliothécaires aussi. Par exemple, voilà, les personnes qui sont en interaction avec le public, je trouve, alors je sais pas si c'est du fait de cette inquiétude-là, qu'il y a eu beaucoup d'efforts de fait pour que justement ils soient à l'écoute et ils disent pas remplissez ce formulaire et revenez me voir s'il est rempli. Ah oui, mais je peux pas cocher ça tant que j'ai pas ce papier vous me le donnerez pas tant que j'ai pas coché ça. Voilà, vous avez tous ces cauchemars administratifs, j'ai l'impression qu'on les rencontre moins. Quand vous appelez des aides en ligne, une fois que vous avez passé le robot qui vous dit oui ou non, vous tombez sur des gens qui sont très à l'écoute. Et donc on a épuré, je pense que justement, tout ce boulot d'interaction homme-homme qui était très répétitif et qui faisait que les gens faisaient leur boulot n'importe comment, eh ben, c'est transmis à des machines qui sont capables de vous orienter vers la bonne personne, qui va vous écouter, passer du temps. Moi, j'avais un problème avec mon Google Home, justement. J'ai appelé Google, et le gars, de 10h à 11h30 du soir, il m'a écouté, on a cherché ensemble, et voilà. Et je me dis, ça, c'est aussi possible parce que ces gens-là, ils sont délestés de toutes les questions bêtes qu'une machine peut traiter, et ils sont beaucoup plus disponibles. Donc, voilà, c'est le sens de l'histoire aussi. Voilà, les caissières de supermarché, c'est sûr qu'il y a des gens qui les aiment, qui préfèrent être, et puis il y en a d'autres qui préfèrent passer dans des portails automatiques.
Mais en effet, si on garde une caissière, c'est pour qu'elle nous aide avec nos tickets de réduction, nos trucs qu'on n'a pas bien compris, s'il manque un code barre. Voilà, c'est là on attend un service. Et je pense que le rapport homme-homme va s'améliorer du fait que la relation homme-machine peut simplifier pas mal de choses qui sont pas marrantes. Je pourrais faire le parallèle pour notre métier de bibliothécaire aussi. On devrait peut-être l'an prochain avoir des automates de prêt pour les documents. En fait, les lecteurs viendraient eux-mêmes scanner avec des automates, je vous l'annonce. Mais nous, on sera toujours là et on sera autour et on sera là plus pour aider et puis pour conseiller et pour discuter que juste pour scanner le livre avec la douchette comme on fait actuellement. Donc en fait, ça nous libère, enfin, on sera toujours là, mais ça nous libère du temps. Il y a un sujet que vous avez commencé à aborder dans votre réponse, vous parliez du coût justement de la mise en place d'une intelligence artificielle. Et en fait, ça m'ouvre une transition parce que je voulais parler des aspects environnementaux. Donc, vous donnez plusieurs exemples dans le livre pour lesquels l'intelligence artificielle est utilisée pour des actions pour l'environnement ou pour les voitures autonomes, ou enfin pour rendre les voitures moins, qu'elles consomment moins, rendre la technologie plus performante. Malgré tout, ça a un bénéfice pour l'environnement, mais c'est une énergie qui est extrêmement coûteuse, qui demande des matières premières pour être créée, puis ensuite de l'énergie pour pouvoir fonctionner. Donc, est-ce que, au final, il y a un bénéfice à mettre l'intelligence artificielle en place pour l'environnement? Et est-ce qu'on peut, si oui ou si non, est-ce que ça peut se calculer en fait? Est-ce qu'on peut mettre en balance ce qu'on va gagner et ce qu'on va perdre à ce niveau-là? Si tu as des réponses... Ouais, je veux dire, on ne sait pas. Je veux dire ça. Tu vas le dire mieux que moi. Je veux dire, on ne sait pas. Non. Le principe lui-même, c'est qu'il y a des éléments qui sont positifs et des éléments qui sont négatifs. Et c'est pas un noir-noir et un blanc-blanc. Ce que je veux dire, c'est vraiment deux personnes qui vont discuter avec des arguments qui s'opposent. Donc, effectivement, il y a un bilan, je dirais, il y a un bilan énergétique qui peut être largement défaveur de l'IA. On cite le cas du AlphaGo, c'est ça? C'est 1 mégawatt, je crois, juste pour une partie. Juste pour vous donner un ordre d'idée, la consommation énergétique d'un appartement 75 mètres carrés sur un an, c'est un petit peu plus de 9 mégawatts. Donc ça fait cher la partie de Go. Voilà, juste pour donner un ordre d'idée. Et effectivement, j'ai besoin en plus de data, quand je dis data center, de centres qui stockent des données qui sont colossaux. On a des besoins qui sont exponentiels. On estime que 3% des gaz à effet de serre qui sont émis sont liés au numérique, que la consommation énergétique aujourd'hui du numérique est à peu près de 9%. Elle est évaluée à peu près en 2030, on estime qu'elle serait entre 20 et 30% selon les rapports. Là, je vous cite les chiffres qui sont issus du rapport Villani, remis au gouvernement en 2018, qui, selon une association qui s'appelle The Shift Project, qui a fait ces simulations. Il y en a une autre, c'est HSBC, qui a fait aussi ces simulations, qui est un petit peu moins alarmiste, c'est pas 50%, mais qui aboutit toujours vers les 20-30% à l'horizon 2030. Et 2040, les besoins, je dirais, énergétiques liés au numérique dépasseraient notre production. Voilà. Donc ça, alors dit comme ça, c'est affreux. Hein. Donc ça, c'est un petit peu le côté pas très sympathique. Mais il y a d'autres côtés. Il y a d'autres côtés, c'est que l'IA peut être aussi la solution. Alors déjà, juste un petit bémol dans ce que je viens de raconter. Je vous ai parlé du numérique. Je vous ai pas parlé de l'IA. Okay. Et ça, c'est important parce que quand on crie ou on crache sur l'IA, je dirais, le numérique, l'IA, bien sûr, l'IA en fait partie, mais c'est pas que ça. D'accord. C'est le numérique qui est beaucoup plus large. Voilà. Donc, la consommation de l'IA pure, on ne sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est que l'IA peut faire partie d'une solution. Voilà. Aujourd'hui, elle permet, on en a parlé tout à l'heure dans les exemples, elle peut permettre d'optimiser les flux de circulation de voitures. Ça veut dire moins d'arrêts et des trajets plus courts, par exemple. C'est la même chose pour la consommation électrique, etc.
Et alors, il y a aussi des effets négatifs liés à cette optimisation, ce qu'on appelle les effets de rebond, c'est-à-dire parce que vous consommez moins, parce que c'est plus facile de se déplacer, du coup, vous allez acheter une voiture. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que c'est difficile de répondre oui, pour moi en tout cas, oui ou non. Il y a des côtés négatifs, il y a des côtés positifs, mais en tout cas, l'IA peut apporter une solution. Disons que ce sera difficile de trouver une solution sans IA, en tout cas. Parce qu'aujourd'hui, les systèmes qu'on doit gérer pour ça sont tellement compliqués que voilà, le faire avec son double décimètre et sa règle à calcul, ça ne sera pas possible. Donc l'IA aussi permet de traiter la complexité des systèmes qui nous environnent. On a nous-mêmes construit un monde qui est entièrement connecté, où tout, les papillons, etc., qui font qu'aujourd'hui, un esprit humain, il part des grandes idées, des gens brillants peut-être auront mais pour mettre en œuvre pratiquement, il faudra de l'IA. Donc, je pense que s'il y a une solution à trouver, alors évidemment, il faut que l'homme nous dise à l'IA de la chercher, mais elle fera partie de la solution. Et là, les chercheurs essaient d'aller constamment vers plus de miniaturisation, plus de performance, justement pour que ça consomme moins, mais que ça soit plus performant. Mais vous dites qu'il y a un moment en fait où le progrès ne fonctionne pas forcément comme ça en ligne droite. Enfin, c'est une courbe qui peut aussi ralentir. Et qu'il y a un moment, par exemple, on aura tellement miniaturisé qu'on aura du mal à aller plus loin. Et donc, il y a un moment où est-ce qu'on va faire face à une impasse dans le progrès, dans l'avancée technologique ou non? Ça serait bien qu'on ne soit pas d'accord une fois pour que les gens... Moi, je vais dire exactement le contraire. La contradiction viendra du public. S'il vous plaît. Ouais. Donc pour être là, je suis assez content que vous l'évoquiez parce qu'en fait le progrès dans la puissance informatique, elle était exponentielle. On entend beaucoup parler d'exponentielle avec le Covid et tout. Le Covid, l'exponentielle, c'est difficile à imaginer parce que c'est pas une droite. Ce qu'on veut souvent, on dit exponentielle pour dire que ça va plus vite qu'une droite. Mais vous avez une progression quadratique qui va plus vite qu'une droite, mais qui est beaucoup plus petite que l'exponentielle. L'exponentielle, c'est-à-dire que ça double. C'est-à-dire à chaque période de temps, au bout d'un an, c'est 2 fois plus gros. Et un an après, c'est encore 2 fois plus gros. Donc c'est gigantesque. Les progrès de l'informatique ont été exponentiels. Une illustration qui est assez fameuse de l'exponentielle, c'est une légende qu'on raconte d'un homme qui il a battu un sultan aux échecs et le gars lui avait dit écoute, si tu me bats aux échecs, je te donne ce que tu veux. Et le type a dit moi ce que je veux c'est que sur l'échiquier d'échecs là, sur la première case tu mets un grain, sur la deuxième tu mets le double de la case d'avant, sur le troisième tu mets le double de la case d'avant, etc. Donc le sultan dit oui d'accord, il y a 64 cases, c'est bon. Mais en fait, ça correspond à plus de grains de blé qu'il y a d'atomes dans l'univers. Voilà. Donc ça vous donne, alors qu'on ne fait jamais que multiplier par 2 à chaque fois. Et la puissance de l'informatique, elle a connu ça. Elle a multiplié par 2 tous les 1 an et demi, tous les 18 mois. Et donc c'était vraiment gigantesque. Et en effet, aujourd'hui, on arrive à un moment où les connexions sont si petites qu'on va arriver à un niveau subatomique. Et donc les lois qu'on utilisait jusqu'à présent ne s'appliqueront plus, on arrivera dans le domaine quantique, et à ce moment-là, il faut faire des ordinateurs quantiques, et c'est une autre paire de manches. Donc en effet, il se dit, il y aura forcément une espèce de stagnation de cette course, en tout cas par ce biais-là. Après, on peut contourner et trouver d'autres architectures, imaginer des ordinateurs quantiques. Mais en effet, il y a une petite stagnation, mais l'esprit humain, il va dire, maintenant, ça, j'ai le maximum, mais je vais inventer des nouvelles architectures de réseau, je vais y aller. Donc, je peux dire que le progrès va s'arrêter, il y a une chance qu'il s'arrête, en tout cas, dans cette course à la miniaturisation. Okay. Moi, j'ai commencé dans l'informatique en 65, et dès le début, on disait, dans 3 ans, dans 4 ans, on va arriver à la limite, on va être à la limite des couches d'atomes, enfin, ce truc comme ça. Et moi, ça fait 15 ans que je suis en retraite, et on a toujours tenu ce langage-là, quoi. Et je viens de lire un article récemment, où maintenant on en est à 3 nanomètres et 2000 milliards de transistors sur une puce d'ordinateur, quoi. Et moi, dans les premiers circuits sur lesquels j'ai travaillé, c'était un circuit gros comme ça, avec 2 transistors dessus, quoi. Donc, il y a de la marge.
Non, c'est juste un, non, mais je suis c'est d'accord. juste un témoignage. Ouais, oui, En plus, vous avez parlé de règles à calcul, ça m'a plu, ça. Ça m'a rappelé ma jeunesse. Laissez continuer, excusez-moi. Non, je vous en prie. Donc je vais vous rejoindre puisque je suis censé apporter la contradiction. Ça veut pas dire que je suis opposé à ce que vient de dire Rodolphe. Il est possible néanmoins qu'il y ait cette continuation en permanence du doublement nombre de processeurs par an. Voilà. Effectivement, dans les années 2000, on était à une des gravures. La gravure, c'est la taille des microprocesseurs. D'à peu près 120 nanomètres. C'est tout petit, mais aujourd'hui, on en est à peu près à 3 nanomètres. Alors, on n'est pas loin de l'atome. Du coup, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est vraiment possible? En tout cas, IBM a annoncé qu'ils arriveraient à graver en 1 nanomètre. Donc, il y a encore des marges il y a encore un petit peu. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Et la question n'est pas de savoir à ce point-là si on peut graver encore plus petit, mais est-ce qu'on peut continuer à progresser? Est-ce qu'il y a d'autres façons de progresser? Et là, on a des réponses. Alors, c'est encore des voies d'études, mais on n'est pas obligé d'utiliser que du silicium. C'est-à-dire, on peut utiliser d'autres matières que ce qui compose aujourd'hui nos transistors. On pourrait, par exemple, utiliser du graphène. Une autre matière, voilà, qui aura des propriétés aussi performantes, voire plus performantes. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas juste la course à la miniaturisation, il y a l'optimisation aussi dans cette miniaturisation. Imaginons, bonjour, c'est un transistor, nous sommes dans un transistor, et effectivement, j'ai une manière de remplir cette pièce qui est, je mets avec des paquets, des petits paquets, d'accord, comme les paquets que vous recevez par Amazon. Pour remplir cette pièce, j'ai 2 manières de faire. Soit je vais mettre des paquets de plus en plus petits, donc ça veut dire plus mon paquet est plus petit, plus je pourrais mettre de paquets dans cette pièce. Ça c'est simple. Donc à chaque fois qu'il y en a un qui arrive, hop, je le mets dans la pièce, je le mets dans la pièce, je le mets dans la pièce. Et puis j'ai une autre approche qui est dans l'architecture même et la composition de mon processeur ou de cette pièce, c'est je pourrais aussi me mettre à bien les ranger. C'est-à-dire je pourrais les mêmes nombres de paquets, je vais pouvoir les empiler correctement plutôt que les jeter, et on va s'apercevoir que je vais en mettre finalement la même quantité que si j'avais juste réduit. Alors, je peux combiner les deux. Et puis, comme je vous ai dit, il n'y a pas juste l'architecture, il y a aussi utiliser des matières nouvelles. Donc il y a plein d'autres pistes, la lumière, etc., qui permettraient de continuer à développer en fait, et d'obtenir des optimisations. Voilà. C'était juste... mais sinon, globalement, je suis quand même aligné avec Rodolphe. Non, mais pour situer, pour avoir un ordinateur de la puissance d'un téléphone actuel, les ordinateurs qu'on installait à l'époque arrivaient dans un semi-remorque. Un ordinateur. Pour avoir à peine beaucoup moins de mémoire qu'un téléphone actuel. Et un autre ordre de grandeur qui n'est pas inintéressant, c'est la puissance électrique consommée par un ordinateur. Aujourd'hui, un ordinateur, une carte de calcul qui va faire reconnaître un chat et un chien, ça consomme 200 watts. Le cerveau humain, il consomme 20 watts. Il fait beaucoup plus que ça. Donc, voilà. Peut-être qu'il y a aussi des solutions à trouver en s'inspirant du vivant, comme je disais. Et voilà. Visiblement, on n'a pas encore compris tout dans le fonctionnement de notre cerveau pour optimiser la dépense énergétique en regard des services que la machine doit rendre. Donc certains commencent à s'orienter vers des ordinateurs qui seraient biologiques. Voilà, peut-être qu'il faut aller chercher. Et si vous voulez partir tout seul sur un sujet, je ne peux pas le faire, j'attendrai d'être provoqué. Moi j'ai terminé pour mes questions parce que l'heure a déjà bien tourné, mais alors si vous voulez poursuivre ou si vous avez des questions à poser dans le public. Oui, une question. J'ai une question. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y a des IA qui peuvent se connecter ou qui peuvent être transverses entre elles, si j'ai bien tout compris. Alors moi, j'ai 2 applications sur mon téléphone. C'est les dames et les échecs. Bon. Pour les dames et les échecs, il y a plusieurs niveaux. D'accord ? Donc j'alterne entre victoire, défaite. Donc je suis arrivé au niveau maximum une fois, avec des conseils.
bien que je pense que lorsque je joue contre un adversaire, on va dire, je vais pas dire virtuel finalement ou fictif, il anticipe mes coups comme moi j'anticipe les siens. Ce que j'observe, c'est que des fois, j'anticipe un coup qu'il va faire qui n'est pas celui que j'ai imaginé, et je vais pouvoir, par exemple, dans le meilleur des cas, lui prendre sa dame alors que c'était pas du tout prévu. Donc, je me demande si, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, l'IA n'est pas, je veux dire, faillible ou infaillible, ou qualitative, pas qualitative, intuitive, pas intuitive, intelligente, pas intelligente, mais j'arrive pas à avoir l'explication comment se fait-il que des coups aussi faciles, l'IA ne puisse pas les faire. Alors que moi, je les anticipe à sa place et j'aurais joué le coup que j'ai anticipé pour lui à sa place. Je sais pas si... Et ça vous le fait à poser ma question, mais... Ça vous le fait à tous les niveaux ou à des niveaux... Non, c'est très ponctuel, hein, déjà, et très aléatoire. Hein. Bon, alors, je ne sais pas comment sont codés complètement les jeux de dames et d'échecs. Ouais. Bon, je connais les grands principes. Après, comment ce type d'incident arrive, je ne connais pas trop le détail. Moi, ce que j'ai vu, c'est que moi, je suis plutôt Scrabble sur mon... Et quand on choisit un niveau, en fait, j'ai compris assez tard que... Et c'est assez curieux parce que on arrivait à se tenir quand on était sur un milieu intermédiaire. Et en revanche, quand on arrivait à la fin de la partie, vous savez, quand on fait des mots qui valent beaucoup moins de points, parce qu'il y a moins de lettres, il y a moins de place, et bien là, il me battait toujours à la fin. Et en fait, j'ai compris que son algorithme, c'est de s'interdire de marquer des coups qui faisaient plus de... Voilà, quand je suis au niveau faible, il s'interdit à faire des coups de plus de 10. Quand tu es au niveau moyen, il s'interdit de faire des coups de plus de 20, etc. Donc comme ça me laisse... Et en revanche, quand on arrive dans les petits coups, moi, dans les petits coups, je fais 2-3 points. Lui, il arrive encore à faire 10 points avec une seule lettre. Et donc c'est là que la différence se faisait. Et donc la façon dont on modère le niveau, voilà, c'est ça qui fait la différence. Voilà, c'est peut-être ça, la façon dont ils ont décidé de modérer les niveaux pour pas qu'on vous batte à tous les coups, qui va entraîner naïvement, j'ai pensé à ça, moi. des comportements. Mettre dans une position de gagnant. Ouais, c'est ça, et qui vont faire que le truc, il aura des comportements où on se dit, voilà, sans doute s'il n'avait pas bougé sa dame, il allait vous éclater au coup d'après, et donc il a un peu sacrifié ça. Un truc comme ça. D'accord. Un point qui n'a pas été soulevé, je sais que vous l'avez expliqué dans votre livre, c'est l'acceptance par les utilisateurs. Il y a des... J'étais dans un cas, quelque chose que je croyais pas tellement, quand on tombe sur un répondeur. Moi j'appelle ça un robot quand c'est quelqu'un. J'avais une panne de ligne téléphonique, j'ai appelé le numéro d'Orange, et je suis tombé clairement sur un robot. Et donc j'ai signalé ma panne, j'ai signalé que j'avais un type de problème, en touchant 0, 1, ou en disant oui, non, un peu comme ça. Et en final, le robot m'a dit, on est en train, ne quittez pas, on teste votre ligne. Et ça va prendre 2-3 minutes. Et au bout d'une minute, le robot m'a dit, votre ligne est en panne, est en défaut, elle sera réparée d'ici 3 jours. Bon, très bien. Et je raccroche. Et un jour et demi plus tard, ma ligne était réparée. Et en fait, j'étais très content d'être tombé sur ce robot. Ça me convenait très très bien comme pour être dépanné. En plus, il était 10h du soir. Pour moi, ça marchait parfaitement. Donc ça veut dire que j'étais prêt à accepter de ne pas parler à un être humain, indépendamment enfin, je ne suis pas pour la suppression de tous les emplois, du tout. C'est contraire à mes idées. Et je veux dire, là, ça a de l'importance. Je pense que... Donc, c'est un peu l'histoire des dames. Les distributeurs de billets, je pense que c'était pratique pour beaucoup de gens de ne pas avoir à faire la queue, parce que moi, je suis dans une banque ici, où à n'importe quelle heure de la journée, il y a au moins 10 minutes de queue. C'est terrible. Et forcément, tout le monde est allé. En plus, les dames, ils étaient disponibles, il y avait des sas, vous pouviez accéder n'importe quand dans la journée. Enfin, donc, je pense que ce qui fera la différence sur les progrès de l'intelligence artificielle, je ne sais pas, ce sera effectivement à quel point ce sera acceptable. Pour les voitures, je ne sais pas si on a déjà commencé à tester l'opinion des gens sur la conduite autonome. Les conducteurs, je veux dire. Oui. Et c'est vrai que l'acceptabilité, elle passe par un point qu'on a évoqué, qui est l'explicabilité. Moi, mon GPS m'énerve parce qu'il prend des décisions que je ne comprends pas du tout et j'aimerais bien lui dire mais pourquoi tu passes par là? Qu'est-ce qui t'a pris? Quand on est dans des quartiers qu'on connaît bien, on se dit mais qu'est-ce qui lui passe par la tête? Et là, c'est vrai que
bon, alors après, on serre les dents, mais c'est vrai que c'est là où moi j'aimerais bien dire à mon intelligence artificielle, pourquoi tu fais ça? Je pense que c'est pas très très compliqué. Ce qui est plus compliqué, c'est plus la partie que mon GPS aujourd'hui, il n'a pas la reconnaissance vocale, donc il faudra lui rajouter ça. Et puis après, qu'il soit capable d'exprimer de façon intelligible les raisons pour lesquelles il a pris ses décisions. Parce que voilà, quand il s'agit de mettre sur une image, voilà, j'ai pris ces pixels-là pour décider que c'était un chat ou qu'il y avait du monde dans le métro, ça va. Mais vous expliquez un raisonnement que la machine n'a pas formulé de cette façon, hein, mais à la fin c'est bah oui parce que là je sais qu'il y a des travaux ou à cette heure-là il y a des embouteillages ou je connais ce raccourci, toi tu l'utilises jamais mais essaye-le. Voilà. Donc c'est plus la partie restitution de l'explication qui sera un peu compliquée et puis pour des voilà et combien de fois on l'utiliserait. Voilà, peut-être on l'utilisera au début beaucoup, 3-4 fois, puis après quand on aurait compris qu'il a une bonne raison, à la fin on ne posera plus la question. On dira tiens, je suis passé par un endroit bizarre, mais j'ai confiance en lui. Ou alors, voilà, j'ai pas confiance en lui, et donc donc et ça, l'acceptabilité elle passe par là. Il faut aussi que les gens aient le choix, je trouve comme au supermarché, entre je passe dans le sas robotisé ou je passe voir une dame parce que j'ai un cas particulier, j'ai un bon de réduction, il va sans doute pas passer. Il faut qu'on ait le choix et que quand on fait le choix, on ne soit pas déçu et qu'on se dise pas tiens j'aurais dû passer de l'autre côté parce que donc mais en effet cette question d'acceptabilité elle est super importante et je pense qu'on travaille quand même pas mal. Et du sondage le fait déjà, je suppose. Alors sur les voitures autonomes par exemple, je sais pas s'il y a des sondages pour tout vous dire, hein. mais le sentiment c'est que les gens ne sont pas prêts à payer beaucoup plus pour une autonomie. Voilà, il y a quand même encore pas mal de gens que ça amuse de conduire malgré tout. C'est vrai que, alors, en revanche, quand on est sur autoroute et dans un embouteillage, voilà, c'est pas rigolo de conduire. Et là, voilà, et ça, on va bientôt l'offrir. Alors, il y a des voitures qui offrent ça, l'autonomie sur autoroute et sur un embouteillage. Est-ce que les gens seront prêts à payer plus pour avoir plus que ça? Voilà, on n'en est pas convaincu. Et d'autant plus que, comme je vous le disais, pour que ça en fait, plus la voiture doit être intelligente, plus il faut des capteurs. On a fait des études, on a des navettes qui sont complètement autonomes, mais il y a un suréquipement capteur, des lidars, des radars, des caméras dans tous les sens, qui font que le véhicule il coûte beaucoup plus cher, plus tous les calculateurs pour les traiter. Et donc ça se justifie un peu pour des navettes au niveau d'une municipalité qui vont voilà parce qu'ils vont si l'engin il passe suffisamment toujours au même endroit dans un site à peu près réservé, on va économiser le chauffeur. Voilà. Et c'est ça en fait le gros enjeu pour les transports collectifs, c'est d'économiser le chauffeur. Et bon, les cas où aujourd'hui économiquement ça se justifie, ça reste rare, quoi. Donc voilà, tout ça fait que et aussi il y a aussi la question de est-ce que je suis prêt à monter. On a fait des études dans un bus où il n'y a pas de chauffeur. S'il m'arrive quelque chose, si si je suis en tête à tête avec une brute, et qu'il n'y a pas de chauffeur, voilà. Les gens au début se plaignaient de la disparition du poinçonneur de tickets de métro parce que ça faisait une présence qui les rassurait. Voilà. Tout ça rentre en ligne de compte et tout ça est effectivement étudié de très près. Et voilà, on travaille sur le taxi autonome aussi qu'on partagerait. Et les gens, est-ce qu'ils ont envie de partager un taxi autonome avec des gens qui ne connaissent pas, avec des gens qui sont mauvais, avec des gens qui vont parler tout le temps Parle pas. Voilà. Donc c'est bon. En tout cas, d'un point de vue sur la réflexion sur la mobilité, qui inclut aussi la réflexion sur le véhicule autonome, comme moi j'ai découvert ça en arrivant chez Renault, c'est énorme, quoi. Tout ce que ça implique de réflexion et alors on peut faire des essais pour voir, mais c'est très très holistique, quoi. C'est vraiment des questions de système et le sentiment de l'humain est évidemment primordial parce que si les gens ne servent pas d'un service, ça sert à rien. Juste si je peux répondre. Oui, je vous en prie. Une micro-contribution, même d'un point de vue juridique. En fait, le juridique, c'est juste une photo, un instant donné, en fait, de l'état de la société. Et aujourd'hui, toutes les études qui sont menées pour essayer d'aboutir à une législation passent par une transparence, c'est le grand mot à la mode juridiquement, c'est la transparence en matière de l'IA. C'est-à-dire, on pense que l'acceptabilité sociale de l'IA ne passera que si celle-ci est bien expliquée, pas dans le sens juste pédagogique, quand je vous ai expliqué à quoi ça servait, ça sert à reconnaître un bug.
Non, dans le sens où elle peut justifier sa décision. On sait comment elle a été faite. Et en fait, c'est cette transparence globale sur toute la chaîne qui permet d'aboutir à une confiance. D'ailleurs, la plupart des études qui sont faites en France comme aux États-Unis, ils parlent tous, et en fait les États-Unis pour le coup sont derrière nous, parlent d'IA de confiance. Et l'IA de confiance, elle n'est que parce qu'il y a une transparence. Et c'est à ce moment-là où du moins, on pense qu'il y aura une acceptabilité sociale, donc une appropriation de l'ensemble de ces outils et leur diffusion dans le public. Ouais, juste sur la transparence de l'IA, il y avait la question vous savez, de l'attribution des postes après le bac. Bah, c'est une intelligence artificielle qui fait cette attribution des postes après le bac. Et donc les premières règles sont assez connues, assez transparentes. En revanche, les dernières règles étaient sans doute pas toujours très très transparentes, et ce qui faisait que les gens avaient une suspicion, peut-être légitime, que en fait, dans les cas litigieux, c'était pas aussi transparent que ça, les attributions de certaines places. Donc pour moi, c'est un bon exemple de l'IA qui est en interaction avec la société, qui touche les gens, et en effet, si les décisions sont pas claires, c'est le début de la fin, quoi. Alors on va tirer sur l'IA, on va dire l'IA est fourbe, mais en fait, c'est plus les gens qui l'ont développé, qui cachent un certain nombre, qui disent il y a telle heuristique. Donc l'heuristique, c'est des petites décisions qu'on écrit en dur en disant voilà, quant à ça, tu vas plutôt faire passer Martin que Mohamed. Voilà, donc ça c'est écrit en tout petit, bien caché dans un coin. Et voilà, si ça c'est ça, et ça c'est pas la machine qui spontanément l'a écrit. Alors on peut parler des biais, il y a des biais aussi, mais ça, quand il y a une règle qui est écrite comme ça, c'est pas la machine qui a spontanément décidé de l'écrire, c'est quelqu'un qui a dit pour simplifier, on va prendre, j'exagère, ça n'existe pas dans le post-bac, mais c'est le genre de choses qui pourrait arriver, un peu insidieux. Comment on tranche là, on va faire ça. Est-ce que ça a été vraiment partagé par tout le monde? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et inversement, un trop plein de transparence, c'est-à-dire, si je vous dis l'ensemble du fonctionnement, peut aboutir à un effet pervers qui est vous adapter votre comportement afin d'obtenir le résultat que vous souhaitez. Voilà. Donc il y a un équilibre effectivement à trouver. C'est ce que fait ce monsieur qui, avec son jeu, il a réussi à décoder. Ou à poser comment son jeu fonctionne. On connaît la règle du jeu. Gagner, en fait, hein. Comment? On soupçonne de me laisser gagner. Ça existe aussi. D'avoir pitié. C'est l'acceptabilité. Je suis désolée, mais je crois... En fait, on aurait pu continuer encore très longtemps, mais on va s'arrêter là. Comme ça. C'est un peu dur. Hein, je sais, mais bon, ça fait déjà 1h30 en fait. Le temps passe vite. Bon, une dernière petite question. On a droit à une dernière question? Bon, une dernière petite question si quelqu'un... Si vous n'en avez pas, J'avais une question, mais bon, c'est oui. justement. Aujourd'hui, on parle de la domination des GAFAM, tout ça, mais justement aujourd'hui, où se trouvent les pouvoirs d'influence en fait, de la manière d'utiliser l'IA? Parce que comme on l'a dit, c'est avant tout comme ça, c'est l'humain qui est à l'origine des différentes IA. Est-ce que pareil, nous sommes dans un monde où finalement on aura une pensée unique qui provient peut-être des États-Unis, où finalement on va subir quelque chose qu'on n'a pas choisi? Alors je vous remercie, c'est un peu mon truc, enfin notre truc. Surtout, C'est qu'effectivement, une IA, on pense qu'une IA est un outil. Donc c'est-à-dire comme un marteau, vous pouvez s'en servir pour faire du bien ou du mal, hein, un clou ou une tête, mais il est plutôt neutre. Néanmoins, une IA, c'est quelque chose, on a vu, on peut lui donner une coloration particulière, puisque je peux l'éduquer d'une certaine manière ou d'une autre. Ce qui veut dire qu'on peut, et on a vu que celle-ci pouvait être biaisée, ou du moins pouvait avoir une orientation. C'est-à-dire qu'on peut lui donner une orientation plutôt culturelle. Ouais. Par exemple, c'est-à-dire, moi je vais voir selon mon prisme culturel, et puis peut-être une autre nation, un autre pays pourrait avoir un autre prisme culturel. On a tous en tête les fameux GAFAM, qui sont donc l'acronyme de Google, Amazon, Facebook. La particularité de toutes ces sociétés, c'est quand même qu'elles sont américaines. Mais il y en a d'autres. Hein. Il y a ce qu'on appelle les BATX. Alors les BATX, c'est les Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. Eux, ils sont chinois. Il est possible que les GAFAM n'aient pas la même vision culturelle que les BATX. Ce que je veux dire, c'est que il est possible que les développeurs, de manière consciente ou inconsciente, je dirais, aient une vision du monde qui sera la vision du monde de l'intelligence artificielle.
C'est en ça que c'est intéressant d'un point de vue ne serait-ce que de pure souveraineté, nous Européens ou nous Français aussi, de développer nos propres solutions pour avoir notre propre vision du monde. Ici, voilà, voilà. Lorsque vous êtes, ce qui est aussi intéressant dans votre question, c'est que l'influence, mais là on s'éloigne peut-être même juste de l'intelligence artificielle, mais Facebook touche à peu près 2,5 milliards d'individus. C'est pas juste un réseau social, comme on dit dans notre ouvrage, c'est aussi un média social. C'est-à-dire qu'il y a 2,5 milliards d'individus qui peuvent voir le monde à travers le prisme de Facebook. Voilà. À travers donc, c'est-à-dire que les informations données par Facebook peuvent devenir votre source d'information, votre réalité. C'est ce qu'on évoquait à travers la théorie des bulles filtrantes. Voilà. C'est pas nous qui l'avons inventé, hein. C'est Elise Pereser dans un ouvrage de 2011. C'est-à-dire que je vais essayer de savoir quelles sont vos attentes et de vous satisfaire. Indépendamment même du prisme culturel, si je sais que vous êtes végétarien, etc., ça sert à rien, moi, intelligence artificielle, je vous sers en fait des recettes faites à partir de bœuf et de lapin. On est d'accord. Donc, je vais essayer de vous comprendre, pas de vous analyser, mais de connaître un petit peu, de vous connaître, pour créer autour de vous quelque chose qui pourrait vous intéresser, de manière à ce que vous restiez en fait sur mon réseau. Et petit à petit, en fait, je vais vous servir quelque chose qui vous intéresse vous. Et donc, je vais commencer à filtrer, une bulle filtrante, je vais mettre une espèce de bulle que vous voyez pas autour de vous, où je vais enlever tout ce qui pourrait ne pas vous convenir. Donc je vais faire attention à mes propos. Peut-être qu'aujourd'hui, avec Rodolphe, on a dit des propos qui ont pu heurter la conviction de certains. Ça n'arrivera pas. Il y aura ce filtre qui fait que vous avez une information, une vision du monde qui est aseptisée, qui sera faite pour vous. Et petit à petit, vous prenez une distance par rapport au monde. Okay. Et vous voyez pas, il n'y a aucun antagoniste en tout cas. Vous ne voyez qu'à travers ce prisme. Mais est-ce que ce prisme est le pur reflet de la réalité ? Peut-être que non. Ce qui fait qu'on peut aboutir à certaines surprises où on ne voit pas que, par exemple, il y a l'ancien président Trump qui peut. Je suis pas dans le jugement de valeur pour ou contre Trump. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de dire, moi peut-être journaliste n'ayant pas cette appétence, j'ai pas vu à travers ces filtres qu'en fait, il pouvait y avoir une alternative qui prenait de l'ampleur et qu'effectivement, Monsieur Trump, finalement, allait remporter les élections. Peut-être que j'ai pas vu qu'il allait y avoir un Brexit. Donc, pourquoi ? Parce que je me laisse enfermer dans un monde qui, volontairement ou non, en tout cas, on me sert un monde qui est un peu filtré. Et cette intelligence artificielle est là aussi pour vous satisfaire. Donc pas forcément pour vous apporter la contradiction ou d'autres visions alternatives. Ouais, tout à fait. C'est vrai ça. Mais c'est quand même Dans l'optique, à la fin, toujours de consommer. Ça ne veut pas dire qu'elle est négative ou positive, ça veut dire qu'elle a été dessinée pour vous satisfaire. Non, mais derrière, il y a une influence. Et c'est à vous. C'est l'origine, L'origine, c'est quoi ? C'est peut-être Amazon qui finalement, on se retrouve inconsciemment à se retrouver acheté sur Amazon, à visualiser des... C'est-à-dire si vous êtes sur Amazon et que elle voit que vous êtes en train de regarder des tables et des chaises, elle va pas vous présenter des annonces pour vous abonner à un magazine ou pour des micros. Elle est juste là pour essayer de vous satisfaire. Il n'y a pas d'idée forcément manichéenne à ça. C'est l'idée comme à la fin qu'on consomme, on est d'accord. Bien sûr. Mais ce qu'il faut, c'est que nous-mêmes, c'est pas qu'on soit suffisamment conscient et qu'on ait un esprit critique pour s'adapter à ça, qu'on ait le recul et l'intelligence pour voir d'autres sources d'informations et pour prendre aussi. Ça, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Prendre ce recul, malheureusement, aujourd'hui, les jeunes générations, peut-être qu'on leur a jamais dit de le faire. Nous, on est anciens, on est capable de dire il y a autre chose qui existe, ok, je suis content, on me propose des choses. Par contre, je vais peut-être aller faire un tour au magasin à côté, parce que le gars, je le connais, il va me conseiller, il va me parler. Oui, tout à fait. Après, le problème, c'est qu'on arrive à un monde qui est assez monolithique. Juste pour corriger un tout petit peu ce que vous dites, je pense que l'IA n'est pas entraînée à vous faire consommer, elle est entraînée à vous rendre heureux, captif. Et du coup, on vend de l'espace publicitaire et les gens savent que à ce moment-là, s'ils amènent leur publicité à cet endroit-là, vous voyez, c'est un tout petit peu plus pernicieux que ça. Facebook va dire non, moi je ne cherche pas à vendre quoi que ce soit, je cherche juste à connaître comme disait monsieur, à connaître mes clients et à leur servir ce qu'ils veulent servir. Et au passage, je dis à Amazon et Google, tiens, j'ai un mec, tac, il aime bien ci, il aime bien ça. Donc, vous voyez, c'est... Mais ce qu'on n'a pas l'IA.
Moi, je Ah oui, en fait, qu'est-ce qu'il y a à l'origine? Absolument. Qu'est-ce qui oriente la chose, en fait? L'IA, c'est un outil, comme vous l'avez dit, c'est comme la télévision, c'est comme Internet. Qu'est-ce qu'on en fait, en fait? Ouais. Exactement. C'est nous qui décidons de ce que l'on en fait. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'éducation, c'est comment on utilise cet outil-là aussi. Et quant aux jeunes, je ne sais pas s'ils sont victimes. Je pense qu'ils commencent à avoir du recul. Oui, mais les parents, nous aussi, des adolescents qui commencent à avoir du recul. C'est aux parents et à nous. Oui, mais même le rôle des parents, même je pense que les jeunes générations commencent à avoir, comme tu disais, un recul, en tout cas, ils commencent à prendre une certaine conscience sur l'utilisation. Voilà, moi je dis cache que ça, c'est pas ça, que l'Irak c'est pas un Tassadam. Il faut voir aussi, je conseille Arte pour un plus. Parce que les jeunes commencent de plus en plus, ils lisent. Moi je lis beaucoup, j'utilise peu l'informatique, mais j'en utilise dans mon travail. Mais c'est plutôt la lecture, des Arte, des choses critiques. Je passe des vidéos sur la Mésopotamie, sur l'Irak. Enfin, c'est les parents aussi de plus en plus ont conscience. Oui. Moi je pense dans mon domaine, dans l'éducatif, il y a de plus en plus de conscience que leurs enfants sont trop écran beaucoup trop quoi. Je crois qu'on en Je sais pas si c'est une conclusion très heureuse, mais il va falloir faut qu'on libère notre animatrice, on va continuer. Ah, mais alors vous pouvez totalement continuer en autonomie, ce sera super bien. Un bon exemple de participatif. Donc c'est le moment où on se quitte là. Oui, je vais juste faire un petit point pour tout le monde ici, pour vous annoncer les prochaines rencontres Penser la société, parce que c'est 4 rencontres par saison, donc là c'était la première aujourd'hui de la saison 2021-2022. La prochaine, ce sera le samedi 27 novembre, donc ici à 15h, même heure, même endroit. Et le sujet, ce sera, en fait, est-ce que les chiffres sont neutres, la manipulation de l'information par les statistiques. Et ce sera une forme de rencontre un peu différente, parce que ça va commencer par une conférence gesticulée. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est quelque chose qui vient de l'éducation populaire, et c'est un mélange entre une pièce de théâtre et une conférence. Et donc là, la personne qui viendra, qui s'appelle Johan Charlier, il est statisticien de métier. Et donc il va nous faire une version courte de sa conférence gesticulée, et après on va poursuivre par un moment d'entretien avec lui. Et puis en mars, il y aura une rencontre autour de l'esprit critique et de l'information, les fake news, tout ce genre de choses. Et on conclura en mai par une projection du documentaire de François Bégodeau, Autonome. Donc là, pour faire une ouverture un peu plus positive en fin d'année, sur une démonstration par l'exemple de personnes en Mayenne qui ont expérimenté l'autonomie dans leur vie à différents niveaux, que ce soit matériel, intellectuel, spirituel. Et suivi d'une rencontre avec François Bégodeau aussi. Voilà, donc je vous remercie encore pour votre présence et puis vos questions, votre intérêt au sujet. Je remercie beaucoup messieurs Rodolphe Gelin, Olivier Guillaume pour votre intervention et puis tout ce que vous aviez à dire aujourd'hui. C'était très intéressant. Merci à vous, merci d'être venus.